l'ère de Diouf. Moi, je regardais ces matchs la dernière fois où il y avait Ribéry, Pagis, Maoulida, Niang aussi, je crois à l'époque. Ils ont joué tous les quatre, il me semble, hein, ensemble. On a Et sauté, Nasri. on est hors ligne. Allô? Vous m'entendez? Oui, Ouais, on t'entend. moi je t'entends. Ah, tout va bien? Ah, parce que non, d'accord. Alors, excusez-moi. Oui, pardon, allez-y, allez-y. D'accord. Vas-y, Hervé, Oh, excuse-moi. d'habitude, c'est moi la cagette technique. Là, tu me remplaces Ah ce oui, soir. excuse-moi. Je t'ai mis le pot de banane, là. Tu étais Mais trop c'est pas bien grave. et je t'ai senti trop bien lancé, j'ai voulu te Oui, savonner la tu as plage. raison. Mais je vais éviter le tacle. Non, mais ce que je veux te dire, voilà, c'est que il y avait des partitions et c'était de l'art du football. On s'est régalé. Ça partait dans tous les sens. Et comme quoi, la théorie que je dis tout le temps, il n'y a pas que le pognon qui fait tout. Si tu as une osmose et des joueurs qui ont le même objectif, une bonne ambiance et des gens ils sont heureux d'aller aux entraînements et qui respectent le public, tu peux avoir des histoires fantastiques. Et ça, Mhm, ces émotions, moi, des fois, je les préfère à par exemple, peut-être la deuxième ou troisième Coupe de la Ligue de Deschamps, tu vois. Je mhm, mets en balance cinq bons matchs de Bielsa et cinq bons matchs de Guéret sous l'ère Diouf par rapport à ça. La première Coupe de la Ligue, ça a été le pied. Après les autres, bon, ça m'a pas fait rêver plus que ça, tu vois. mhm, Et je pense que on veut tous avoir les résultats et le contenu, le fond et la forme. Mais moi, je me rappellerai de Diouf par rapport à ça. Et et puis pour l'avoir côtoyé, comme vous dites, là je suis revenu, je vous ai écouté quand même un peu entre temps. Je l'ai côtoyé puisqu'à l'époque j'avais la chance, grâce à Nathalie Paoli, que je remercie énormément, puisqu'à l'époque j'étais manager éphémère de rap, j'étais le manager de Freeman de IAM à l'époque, et on s'est mhm, retrouvé alors je sais pas comment on appelle ça, la corbeille présidentielle ou la présidentielle, mhm, parce que c'était différent de ce que c'est maintenant. Et je me suis retrouvé, j'ai dû faire 10 ou 15 matchs derrière Diouf, quoi. Tu vois, mhm. c'était complètement improbable. Hein. Mes copains me disent: «Ouais, qu'est-ce que tu fais derrière lui?» Bon, je sais même pas pourquoi j'étais là, parce que j'étais manager, mais pas de la hauteur de Diouf, tu vois. Hip-hop, autrement, j'aurais été très fort. Et j'ai vu le personnage réagir avec les gens. J'ai vu que tout le monde avait du respect pour lui, que ce soit les présidents de club, que ce soit adverse, que ce soit les politiques. Il y avait beaucoup de Bruno Muselier qui venait à cette époque-là, qui adore le foot, tu vois, qui Mhm, venait. Il y avait une convivialité, mais écoute, mhm, il avait une énergie, il diffusait une énergie qui était mhm. bienfaitrice, qui était humaniste, et il respectait, comme je reprends les propos, moi, pour avoir parlé une ou deux fois après hors plateau avec lui, voilà, que tu sois cantonnier ou Mhm. Ah, milliardaire, il était à l'écoute. voilà, Il était à voilà, il était l'écoute. à Il était à l'écoute. l'écoute. Et Il avait ça, on une le sait très bien. faculté et ça, on le sent. Il avait une Voilà, on le faculté sent, d'écoute, quelle que soit la personne qui avait en face. Il faisait pas semblant de t'écouter. Il t'écoutait tout à vraiment, fait. il te considérait. Voilà, Alors, il y a pas eu de exact. titre, il y a pas eu de titre, mais il y a une performance, il y a un événement qui restera comme le match symbole, l'événement symbole c'est un peu le trophée de Pape Diouf qui restera gravé dans toutes les mémoires et qui ressemble tellement à Pape. C'est le match des Minots au parc. Hein, il avait dit, Ne m'en cela va parle plus pas de loin. ça. Ne m'en Alors, parle pas de ça. on va écouter parce on a eu le capitaine ce soir-là, le capitaine de l'équipe qu'on a appelé des minots, même s'il n'y avait pas que des minots, hein, il y avait quand même 4-5 joueurs expérimentés. Et il avait dit avant d'aller là-bas, alors que Julien Fournier lui avait dit, mais Pape, quand même, on ne peut pas envoyer une équipe bis parce qu'on joue, l'OM est encore en course pour l'Europe, voir peut-être le Hein. titre. Et Pape lui avait dit, donc cela va plus loin que les 3 points. C'est plus important que les 3 points. Donc, on resitue Il le avait tout contexte. compris. Hein, on est le 5 Il- mars 2006. Problème de place avec le club, avec la Ligue. Bon, au final, les supporters ne veulent pas monter à Paris parce qu'ils n'ont pas un quota de place suffisant. Du coup, Pape Diouf dit écoutez, moi, si vous montez pas, si les supporters ne montent pas, on n'y va pas. Ou alors on y va et on va vous envoyer une équipe B. Personne ne le croit. Tout le monde le prend au mot. Et finalement, il décide d'envoyer une équipe hybride alors que l'OM n'est pas largué au classement. Et donc, il y a un témoin ce match-là, c'est Alain Cantarey. Alain Cantarey, il a grandi à Marseille, il a été formé à l'Olympique de Marseille depuis les débutants. Il se retrouve, il est à l'époque jeune professionnel, il joue pas, il est dans le groupe des pros, mais il joue pas vraiment, il est régulièrement dans le groupe, mais il a dû faire quelques apparitions. Et il nous raconte donc cet épisode-là. Kevin, si tu peux lancer l'interview, on y va. Cantareil. Ouais, 11 ans au niveau pro avec pas mal de clubs. Hein.
T'as pas mal Oui, bourlingué, hein. ouais, pas mal de clubs. Alors, je suis resté un peu autour de Marseille, pas trop loin de la Méditerranée, avec Ajaccio, Nice, l'OM. J'ai fini aussi à Toulon, j'ai oublié de dire aussi en Mhm. CFA les 2 dernières années. Voilà, j'ai pas mal bougé et voilà, j'ai vécu de bonnes aventures et j'ai bien profité pendant 11 ans où j'ai pu faire ma passion et me régaler. Mhm. Tu signes en pro à l'OM en 2005, c'est C'est ça, ça? Et, c'est ça, oui, oui. et à l'époque, Pape Diouf, est-ce que Pape Diouf est déjà président ou pas encore? Je signe, alors moi c'est Julien Fournier qui me fait signer mon contrat professionnel Mhm. et Pape Diouf est là, arrive et voilà, donc ça démarre pour moi en 2005 à l'Olympique de Marseille. Ouais. Tu t'entraînais à l'époque, tu t'entraînais avec les pros. En 2006, quand survient cet événement qui va rester gravé dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, comment ça s'est passé? Explique-nous un peu le contexte. Oui, ben, ça faisait donc 2 ans que j'étais avec le groupe pro, mais j'avais pas beaucoup de temps de jeu parce que j'étais là pour apprendre et faire mes preuves. Et arrive ce fameux match, ce classico au Parc des Princes. Et donc l'entraîneur c'était Jean Fernandez, le président Pape Diouf bien sûr. Et du coup l'entraîneur fait le groupe et je vois et je suis vraiment dégoûté que je figure pas dans les 16 nommés pour aller affronter le PSG. Donc, je suis assez triste et je rentre chez moi. Et là, je me retrouve chez le coiffeur l'après-midi et je reçois un message de l'intendant, Stéphane Saliou, qui nous dit de vite revenir à la commanderie, que c'est important, qu'il faut venir de suite. Donc, je retourne vers la commanderie l'après-midi. Et là, je vois des journalistes qui étaient pas mal devant le portail. Et, et dans le vestiaire attendait donc Pape Diouf, José Anigo et Jean Fernandez qui étaient tous là. Et avant de parler à la presse, ils voulaient nous dire qu'ils allaient envoyer une équipe bis, donc c'est-à-dire les joueurs pros en manque de temps de jeu. Donc je faisais partie, on était 6, et complété par tous les jeunes de la CFA, du centre de formation de l'OM, que c'était tous mes amis. Hein. Et du coup, j'apprends que je vais me rendre sur Paris avec une bande de potes et en plus qu'on va avoir la chance de jouer, de s'exprimer, de faire ce match de fou. Et le, et le plus fou, c'est que c'est toi qui vas porter le brassard de capitaine de ce match historique. Comment tu apprends la nouvelle? On te le dit bien avant ou juste Euh, quelques instants avant le match? Comment ça se passe? Non, déjà, on a pu faire 2 entraînements avec le groupe et tout le monde voyait que j'étais un peu le relais entre les jeunes du centre et les pros du moment. Alors, je suis d'une humeur un peu discrète à chaque fois, je suis plutôt réservé comme garçon. Mais là, voilà, c'était le match. Et puis, c'est Albert Raymond, du coup, qui avait pris la place de Jean Fernandez pour ce match-là, qui vient me voir. Et en fait, je suis né à Marseille, hein, donc je suis vraiment Marseillais. Et c'était vraiment l'identité marseillaise qu'il fallait ressortir sur ce match-là. Donc, il me dit voilà, on va te donner le brassard. Et au moins, tu es le relais parfait entre les jeunes et les pros pour ce match-là, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que malgré tout, bon, on dit souvent que c'est les minots qui sont montés à Paris pour ce match-là, mais il y avait quand même quelques joueurs expérimentés. Il y avait Carasso, Jimenez, si mes souvenirs sont bons, Ouais, il y avait Sivelli, Delphine, voilà, il y Sivelli, avait Delphine. André Luis, et le sixième c'était moi, mais moi j'avais 3 matchs de Ligue 1 à cette Voilà, époque-là. exactement. Donc en fait ce brassard de capitaine, c'est tout un symbole. Ah, pour moi c'était une fierté de dingue quand j'ai pris ce brassard-là, c'était énorme. Et là je vous parle, je suis au travail, hein, et derrière moi j'ai le cadre avec le maillot et le brassard de capitaine encadré juste derrière mon siège. Là, c'est vraiment un objet que je vois tous les jours et que je suis fier. Et puis dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau, eh ben, on en parle, quoi. C'est le match qu'on parle à chaque fois. Et au moment de rentrer sur la pelouse du Parc des Princes, comment ça se passe? Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est la fierté qui l'emporte? Comment on vit ces instants, l'avant et surtout après l'après, puisque en plus de Ouais. ça, vous avez obtenu un résultat complètement C'est inespéré. ça, ben, il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent dans nos têtes, mais déjà il y a Pape Diouf et José Nigo qui sont hyper présents. Ils sont hyper présents et protecteurs vis-à-vis de nous. Ils nous Mm. mettent dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai que le discours était les gars, si vraiment ça se passe mal, on est là pour vous. Ne vous inquiétez pas, on fera bouclier et puis on vous protégera toujours.
Mais même eux, je pense, au fond d'eux, ils imaginaient peut-être pas qu'on allait sortir un résultat comme ça. Mais ils y pensaient un petit peu au fond de leur tête, mais ils pensaient plus qu'on allait prendre une fessée, quoi. Mais bon, ils étaient là avec des paroles rassurantes pour qu'on rentre. Alors oui, au fond de nous, je voyais dans les regards de mes potes, hein, on avait un peu cette pression, mais c'est surtout l'adrénaline. On voulait y aller, quoi. C'était notre moment. On voulait en découdre avec les Parisiens et on savait que le temps allait compter pour nous et qu'il fallait les faire douter. Et puis, moi, les paroles que j'ai eues avant de rentrer à mes potes en tant que capitaine, c'était un autre match de coupe. C'est-à-dire qu'on avait cette chance-là. Peut-être que pour la plupart, ça s'est plus reproduit après. Mais il fallait en profiter au maximum. Et puis voilà, ça reste un match de football. Hein. Et Un match puis, de football, oui. et puis vous avez rien Oui. à prendre, vous aviez rien à perdre, absolument rien à perdre. Non, on n'avait rien à perdre parce que voilà, le Pape Diouf faisait front avec nous. C'est lui qui avait pris cette décision-là. Et il assumait. Et du coup, il nous disait, les gars, allez sur le terrain et vous n'avez rien à perdre. Même si ça se passe mal, je suis là. Est-ce que tu as conscience que tu es un joueur tu as fait combien de matchs en pro à l'Olympique de Marseille? Moins de 50? À l'OM, moins en tant que. Enfin, sur le terrain, parce qu'après, Ouais, sur le banc, j'en ai pas mal, mais sur le terrain, j'en ai fait 15, hein, entre voilà. la Coupe de l'UEFA Voilà. et la Ligue 1. Ouais, encore bien moins que ce que je pensais. Donc ça veut dire Ouais, que malheureusement. Ouais. tu es le joueur enfin, vous faites partie des joueurs qui ont joué le moins de matchs en pro et qui vont finalement rester dans l'histoire tout autant que certains qui ont remporté des titres et des Coupes de France. Et Ouais, c'est incroyable parce qu'à vie, on te rappellera cet épisode et à vie, c'est on te ça. parlera de cette histoire. C'est ça. Alors après, bon, ceux qui ont gagné des titres, c'est exceptionnel hein, avec l'Olympique de Évidemment. Marseille. Mais c'est vrai que ce match-là, tout le monde m'en parle. C'est-à-dire que oui, mon rêve, c'était de faire une carrière à l'Olympique de Marseille en tant que Marseillais, mais voilà, ça s'est pas fait. J'ai fait 15 matchs et puis j'ai pris ce que j'avais à prendre comme bonheur et tout, et cette fierté de représenter le maillot. Mais après, voilà, même aujourd'hui, hein, quand on m'arrête dans la rue, on parle de ce match-là. Et qu'est-ce qui a ressenti tout ça? Et puis je leur dis, voilà, Marseille, c'est en fait la joie après ce résultat qu'on est arrivé à la gare Saint-Charles. Et alors j'ai fait pas mal de clubs, j'ai fait pas mal de matchs par la suite, mais une émotion comme celle-là, j'en ai rarement vécu en fait. C'était exceptionnel. Et en fait, voilà, c'est vrai que les gens, ils s'en rappellent et à chaque fois on me dit mais tu es le minot, tu étais le capitaine des minots et c'est tout ce qui ressort quoi. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué, alors pourtant j'ai fait 2-3 ans où j'ai tout donné, mais voilà, après j'étais jeune, c'était pas évident. Mais par contre, les gens ils se rappellent de ça quoi, de ce moment-là. Et C'est moi aussi. Hein. c'est cette image que tu retiendras, ce retour à la gare Saint-Charles. Ouais, c'est ce retour vraiment à la gare Saint-Charles on n'imaginait pas ça. Et après, il y a un petit moment aussi, c'est quand le soir, on est resté dormir sur Paris. Et c'est le moment qu'on a vécu entre nous après manger. Ça chantait, ça dansait. Président, entraîneur, joueur, on était vraiment un groupe. On avait réalisé quelque chose de. Et pourtant, c'était juste un 0-0. Eh oui, mais, c'est ce que j'allais te dire. par contre, c'était un moment unique. Quoi. C'était une saveur particulière. Et voilà, non, c'était un bon moment. C'est sans doute le match nul de l'Olympique de Marseille qui a été le plus célébré comme un titre dans l'histoire du club. Oui, c'est vrai, parce que tout le monde pensait qu'on avait gagné. Et même les gens, il y en a qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent oh, ce match-là et tout. Mais en fait, mais combien on a fait? On a gagné 1-0? Non, même pas, on a fait 0-0. Parce que c'est vrai qu'il y avait toute une victoire, quoi, une fête, comme si on avait gagné. Mais en fait, c'était beau parce que c'était la prise de décision de Pape Diouf, un président exceptionnel. Et des jeunes qui ont cru en ce qu'il avait fait ce jour-là. Et en fait, on s'est battu pour nous, pour lui, pour le club. Et on a fait front, quoi. Et c'est ça, en fait, qui ressort comme une victoire. En fait, c'est une leçon de solidarité qu'on a montré à tous, quoi, ce jour-là. Et ça plaît à Marseille. C'est le genre Ah, c'est le mais genre de c'est ce qui prestation plaît. et d'événement qui plaît aux Marseillais. C'est ce qui plaît et tout le monde attend ça et même nous les joueurs. Après maintenant, je ne suis plus joueur malheureusement, mais je suis abonné en ce moment c'est compliqué d'aller au stade, mais je suis abonné au Virage à l'OM et puis c'est ce qu'on recherche quand voilà, maintenant je suis dans la peau d'un supporter. Alors je sais ce que c'est d'être joueur, mais on attend ça qu'on se donne et qu'on donne tout pour le maillot. Tu as gardé contact avec tes camarades de l'époque et quelques-uns, vous vous voyez encore, vous en parlez parfois? Non,
chaque année, quand il y a le Classico, c'est vrai qu'on m'appelle, j'ai pas mal de sollicitations, et puis de temps en temps, on se retrouve le temps d'un shooting photo avec quelques potes. Là, dernièrement, c'est Anthony Flaki. Mhm. Il entraîne son fils comme j'entraîne le mien, donc on se retrouve sur les plateaux le week-end à jouer l'un contre l'autre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et autrement, il y a Renato Sivelli de temps en temps, mais ça fait un petit moment, parce que lui, c'était mon ami, on s'était retrouvé même à Nice après. Effectivement. Voilà. Plus généralement, quelle image tu garderas de Pape Diouf? Pour moi, c'est un président, c'était un homme avec une classe incroyable, une prestance aussi quand il est arrivé dans le vestiaire. Alors moi, j'étais jeune, donc c'était encore plus impressionnant, mais même les trentenaires ou les joueurs un peu stars de l'équipe prenaient la parole, il n'y avait plus un mot. Et tout ce qu'il faisait, c'était droit. En fait, c'est un mec avec qui on pouvait parler. Même moi, un des plus jeunes du vestiaire, si je voulais quelque chose, je pouvais aller à son bureau, on en discutait calmement. Et il m'a vraiment marqué. C'est-à-dire, c'était un président très très fort et une personne importante. Une personne importante que voilà, quand on est joueur, on a envie d'avoir ce rapport-là avec que ce soit un entraîneur, un président. Et lui, il était là pour nous. Il était là pour nous, pour moi. Et donc voilà, une personne très classe et humble et très performante. C'est l'humilité, la classe, ce sont des mots qui c'est- reviennent souvent avec, Ah oui, quand non, on évoque Pape c'était Diouf. incroyable. Hein, c'était incroyable. Alain, merci beaucoup. Oui, On te, merci à vous. on te souhaite le meilleur avec ton fils sur les terrains au Bagné, c'est ça? Oui, c'est ça, avec mes deux garçons qui font du foot aussi. Et donc, du coup, voilà, maintenant, je passe de l'autre côté, je suis entraîneur et puis, et puis je me régale aussi comme Ah, ça. peut-être une petite vocation qui est en train de naître Peut-être. ou... Peut-être. Bon, bah, On verra, mais ça me plaît en tout on cas. en reparle. Quant à Voilà. moi, je vais revoir mes fiches. Donc, tu es bien né à Marseille et pas à Oriol, hein. C'est ça, Bon, Marseille. Mais j'ai grandi à Oriol parce que mes parents habitaient à Oriol. Donc, oui, d'accord. mais je suis né à Marseille. Marseille. Bon, parfait, parfait. Alain, merci Ok. beaucoup. On te souhaite Merci. une bonne soirée et on se dit à très bientôt. Merci également. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Attendez, Oui, on t'entend, Gilles. c'était une fois de plus les mêmes mots qui reviennent, le même témoignage, enfin, le même type de témoignage concernant la personnalité de Pape Diouf. Et, un entretien très très intéressant en tout cas. Non, mais c'était intéressant parce que c'est un truc qu'il a vécu à l'époque des Minos, quelque chose qu'il a vécu au cœur et c'était le capitaine, c'est ça? Tiens. Oui. Et honnêtement, ces mots traduisent tout ce qui a été dit jusqu'à là depuis le début de l'émission. D'ailleurs, on salue tous les gens qui viennent d'arriver sur la room. Bienvenue chez Massilia Football. Oui, bienvenue Bienvenue chez à Massilia vous. Football. Ce soir, émission spéciale, hommage à Pape Diouf après les. euh, j'allais dire on fête pas, mais on est en rang hommage à Pape Diouf un an après sa disparition, le 31 mars 2020. Donc, on vient d'entendre Alain Cantarey, le capitaine de l'équipe des Minots du 5 mars 2006, qui était allé arracher ce match nul héroïque au parc. Et on a ce retour, on a tous les images en tête de ce retour à la gare Saint-Charles. Et je crois que J'y Hervé, étais. tu as quelque chose à nous dire, puisque tu y étais, Ah oui, c'est ben, ça. eh oui, je vais vous Mais Hervé, expliquer t'es là, ce partout, qui est rigolo. Hervé. Hein. Ah, c'était un Excusez-moi. grand moment parce que, je vous explique, je vois le match comme tout le monde. Bon, la folie parce que le cri de guerre qu'on a sorti, j'ai l'impression qu'on avait assisté lors de ce match à Braveheart mélangé avec Fort Alamo, mais avec une fin fort sympathique. Faut pas oublier qu'il y avait Paoletta, Roten et tout en face quand même, hein, et Oui, bien il y avait sûr. quand même des joueurs, hein. Et on était tellement fiers, on avait récupéré de la fierté sur cette action, c'était un truc de fou en tant que Marseillais. Et le matin, je me lève, je dis, ben, c'est quoi? Allez, je vais à la gare. Et je pars à la gare et tout ça. J'arrive, mais moi, je me dis, bon, c'est m'a pris le coup de tête, mais voilà. D'un coup, je vois ce bordel à la gare. Je dis, mais qu'est-ce que c'est tous ces gens? Et tout d'un coup, je me tourne à gauche, qui je vois Freeman de Hayam, que j'étais son manager à l'époque. On ne s'était pas téléphoné. Et lui aussi, il était venu. Il était venu en scooter, il était arrivé à la gare, il s'était garé devant, ils se retrouvaient tous les deux. Je crois qu'il y avait tout Une Marseille à la histoire. gare ce jour-là. Ah non, mais je te jure. Et tout d'un coup, ils sont arrivés, le TGV est arrivé, et là, ça a craqué des fumigènes dans la gare, les gens sur le quai, de partout. Ils sont passés, on aurait dit une aide d'honneur de gladiateurs. J'ai encore les frissons, rien que d'y penser, hein. C'était un truc fantastique parce que quand taper sur l'épaule d'un jeune,
on avait l'impression que c'était nous, Marseillais, qui avons fait cette victoire, comme tu as dit, Gilles. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est une victoire, hein, c'est pas un match nul. Hein. Je veux dire, c'était proprement hallucinant. Et je pense qu'en termes d'émotion, je mets ceci en troisième position, moi. Premièrement, le but de Sauzé qui nous fait commencer l'air de tapis euh, quand on est 89. contre contre le PSG qui nous permet de gagner après dans la foulée le premier doublé. Deuxièmement, bien sûr, la finale de 93. Et troisièmement, je mettrai pour moi, enfin c'est mon classement à moi, ce sentiment. Parce que c'était, enfin je sais pas, c'était indescriptible. Alors je sais pas si dans la room, il y en a peut-être qui sont trop jeunes, ils l'ont pas vécu. Mais s'ils retrouvent le match sur YouTube, je crois qu'il existe ou autre, c'est quand même quelque chose à voir. Et je crois qu'en plus, c'est un documentaire de MTV aussi qui traîne, où, comme explique Alain, tu as même la fête après une fois qu'ils sont arrivés à la gare, le soir qu'ils sont à l'hôtel, ils s'éclatent ensemble, ils avaient fait un super reportage. Mais c'était. Et Diouf, il avait fait une tour de magie, quoi. Il avait fait une tour de magie. Parce qu'il faut pas oublier que Le poker gagnant. le cuisinier de tout ça, c'était lui. Parce que si lui, il se cague ou il fait le péteux ou alors il fait le dirigeant français moyen, il se passe rien de toute cette histoire extraordinaire. D'ailleurs, Hervé, il a mis le préfet de Paris à genoux, le football français à ses genoux, et Ah, c'est là qu'il est rentré dans le cœur des supporters de l'OM, et C'était notamment ah oui, là, des oui. gros supporters. Et encore une C'était fois, un fait de gloire indissociable de l'œuvre de Pape Diouf en tant que président. Alors, il y a évidemment la victoire à Liverpool, il y a plein de belles Oui. rencontres, de beaux matchs, de bien belles sûr, performances. le Et match celui-ci contre restera la comme le fait Corogne marquant. aussi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Hervé, c'est que c'est une affaire d'émotion en vérité. Pas qu'une affaire de titre. Alors, évidemment, Exactement. quand il y a Ah le non, titre et l'émotion, c'est magnifique. c'est Mais on magnifique. peut avoir des souvenirs merveilleux. Et parmi les plus, regarde, tu le classes sur ton podium de tes meilleurs souvenirs, Ah oui, moi oui. sans forcément gagner de titre. Eddie, qu'est-ce que tu en as dit, toi, de cet entretien et de tout Bah ça? alors moi j'ai trouvé ça très touchant parce qu'il te décrit un peu son environnement de travail et la postérité qu'il a aujourd'hui en fait, où tout le monde il le croise, il lui dit bah écoute c'était toi le minot, c'était toi le capitaine de cette période-là et ce dont j'ai envie de me souvenir moi, au-delà du match qui était en soi, bon, c'était pas un superbe match hein, de mémoire, Non, non, non. c'était un match où on était très guerrier, très combattant, mais il faut pas oublier que tout part du fait qu'on n'a pas obtenu les places du coup adéquates pour les supporters et que Pape, il en avait fait une question de principe et que franchement, personne ne pensait qu'on allait arriver à ce type de situation parce qu'on pensait que voilà, ça allait finir par se calmer, que l'OM allait avoir ses places. Et c'est vrai que quand Julien Fournier raconte un peu l'envers du décor où il lui dit non mais tu peux pas faire ça, c'est trop risqué, etc. Et tu vois la détermination de Pape qui en fait vraiment une question de fierté. Je pense que tous les Marseillais, tous les supporters du club se sont dit à ce moment-là, on est représenté et on est respecté. Et c'est là, je pense, qui a fait que même les joueurs qui sont rentrés sur la pelouse, ils se sont investis d'une mission où ils jouaient pour des milliers de personnes. Mais vraiment, littéralement, ils se sentaient investis de la mission de représenter les Marseillais qui devrait être le quotidien d'un joueur de foot à l'OM. Mais cette équipe-là, vraiment, a donné des frissons à tout le monde, à Marseille et ailleurs. Hervé, est-ce que. Je vais même Vas-y, rajouter vas-y. quelque chose. Ouais. Je veux rajouter quelque chose. C'est que, tu vois, Cantarell et tous les autres minots, ils vont connaître, ils ont, ce que je croise, quand il m'est arrivé de croiser quelques joueurs dans ma vie et de parler entre eux en quatre yeux, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que c'est le plus important dans une carrière? Et là, ils vous disent, ben, les titres, les clubs où tu passes. J'ai dit, non, non. J'ai dit, tu sais, qu'est-ce que c'est le plus important dans une carrière de footballeur? C'est quand tu as arrêté ta carrière et les gens, ils te croisent à la rue et le regard qu'ils ont sur toi. Oh, quand j'envoyais ça à 3-4 joueurs en pleine figure, ben, je peux te dire que tu sais quoi, Payet ou Ben Arfa, je ne sais pas s'ils connaîtront un jour la reconnaissance qu'a Hélène Cantarell par rapport à ce match, et tout ça grâce à Papé Diouf. En tout cas, à Marseille, ça c'est vrai.
Non, non, Parce que- même. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, Oui, tu non, sais bien quoi, tu es sûr, j'ai joueur de compris ce que tu football, veux dire, mais tu as je tu as pense. les meilleures conditions pour faire ton. Tu es dans le plus beau club de France, voire un des plus beaux clubs du monde. Tu as les conditions, quand même, même quand tu as des conditions financières avantageuses. Et quand tu respectes ce club, il te le rend. Et après, toute ta vie, ça te poursuit, mais de manière positive, tu vois. Si tu donnes du tien et que tu respectes ce club. Et Sur- je suis content que ces gens-là qui ont fait partie de cette aventure grâce à Diouf sont récompensés parce que je pense que, bon, tu as eu Cantaray, mais les autres, c'est la même histoire. Hein. Oui, Tout le bien monde, sûr, ils bien doivent sûr, leur bien sûr. ressortir ça. Hein. Sûr. C'était Non, mais l'équipe des collègues de 2006, les gars. oui, et ce que je Voilà. veux dire, Exactement. Hervé, c'est que c'est quand même propre à Marseille, ça. Je veux dire que Voilà. Alain Cantarey, avec tout le respect que j'ai pour lui, et il nous le dit, hein, j'ai fait 15 matchs, tout au plus, il a fait 15 matchs à l'OM, donc Oui, il n'a pas marqué le club de son empreinte, hein, lui-même le reconnaît. Donc, bien sûr. et qu'un un gars comme Alain Cantarey soit reconnu encore aujourd'hui, 15 ans après, dans la rue, parce qu'ils sont allés faire un match nul à Paris, il y a que Marseille que tu peux faire ça. Je veux dire, un gars à Lyon, à Bordeaux, à Paris, qui aurait fait un match nul ou une belle performance aussi extraordinaire soit-elle, mais 15 ans après, on ne le reconnaîtrait pas dans la rue. Surtout que le gars n'a pas, voilà, il n'a pas eu une carrière qui a marqué les esprits. Il a fait une carrière honorable, attention, hein, 11 ans de professionnalisme, mais bon, voilà. Donc c'était c'est quand même vraiment révélateur de la passion qui anime cette ville. Oui, clairement. Et d'ailleurs, je pense qu'on va évoquer aussi le sujet des groupes un peu plus tard, mais on Ouais. se souvient tous, et du coup, Hervé en avait parlé, Ouais. c'est l'accueil qu'il y a eu de tous les Marseillais au retour. Ça, moi, ça me reste dans l'esprit. J'ai jamais vu la gare Saint-Charles aussi retournée que ce jour-là, C'est n'importe quoi. au rouge, Et avec des fumigènes de partout. Et c'est je pense incroyable. que ça, c'est gravé à vie pour les gens qui étaient sur la pelouse du Parc des Princes et qui se sont sentis vraiment le climax de leur carrière, quoi. Donc ça, Il c'est y a une extraordinaire. anecdote sympa qui est racontée dans la room par Bars 13. Oui, Et il dit, pour appuyer ce que dit Hervé, Pancho Abardonado, quand il a marqué contre le PSG le week-end, Oui. enfin, c'est un autre match, ça, hein. Le week-end Ouais. d'après, le caissier d'un magasin en plan de campagne lui a dit non, mais toi, tu payes pas. Allez, vas-y, passe. Il avait le C'est chariot plein. voilà, tu vois, c'est c'est comme ça. Marseille. C'est Merci, Bars, pour ça. cette anecdote. Non, mais c'est ça pourquoi on est exceptionnel, nous, ce club, et que Diouf avait tout compris à cette spécificité. Et c'est pour ça, ça, c'est un message. S'il y a des futurs présidents, des futurs joueurs et tout, ne la faites pas à l'envers. On est des supporters exceptionnels et uniques. On ne peut pas nous la faire à l'envers à nous. On comprend le football. On sait ce que c'est un escroc de dirigeant, un escroc de joueur. Et on sait très bien que des fois, il y a des joueurs qui sont limités par leur talent. Mais comme ils donnent le meilleur, on les excusera toujours. Ils resteront dans notre cœur. Voilà. Et ça, il faut vraiment que ça serve de leçon à tout le monde. Eh Et ben, le puis, message est passé. ça j'ai passé. On va écouter quelqu'un d'autre qui a eu des mots très, très touchants à l'encontre de Pape Diouf. Alors, je sais il a fait la polémique. On y reviendra vendredi. On avait diffusé une interview. Alors, on ne va pas reparler de ce vendredi dernier cataclysmique, on va dire, sur un plan technique, hein. On a eu des bugs, on a eu des problèmes de son, on s'en excuse encore une fois. C'était vraiment exceptionnel et on va travailler, comme on vous l'a dit précédemment, on va travailler à améliorer la technique, ça, il n'y a pas de souci. Mais l'interview de Cataldo, elle a défrayé la chronique, donc on y reviendra vendredi. Ce soir, c'est émission spéciale Pape Diouf, donc on évite toute vibration négative et on va retenir le positif. On va lancer le son de Cataldo et ensuite on discute parce que c'est très intéressant ce qu'il nous dit concernant Pape Diouf. Un être humain comme j'en ai rarement rencontré, une personne digne, franche, voilà. Et en plus, c'était un vrai Marseillais, lui. Il n'a pas gagné. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'ait pas gagné de titre avec l'OM. C'est dommage pour lui parce que c'est quelqu'un, vraiment, c'est un des présidents marquants de l'Olympique de Marseille, comme tu disais, avec Leclerc et Tapie. Je pense que moi, depuis que je vais au stade, c'est un des trois qui, voilà, s'il y en avait trois à sortir, ce serait cela. Tapie, évidemment, pour tout ce qu'il a fait. Mais Pape aussi, voilà, Pape, c'était le président des Marseillais, quoi. C'était. Ah, pourtant, hein, des fois, on s'en chopait, on se disait des choses franchement, c'était quand même un bon président. En plus, avec cette histoire du match à Paris qu'il a envoyé les millions, quand même, il les a posés sur la table ce jour-là. Un être humain comme j'en ai rarement rencontré, une personne
int- intéressant ce que dit Christian. Moi, je retiens quelque chose dans ce qu'il dit. Et c'est pas, c'était seulement le président de l'OM, c'était le président des Marseillais. C'est le président des Marseillais. Et ça, on a beau. Alors moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je suis de ceux qui pensent que Pape Diouf n'a pas été le plus grand président de l'Olympique de Marseille. Pour moi, il a été le meilleur. Voilà. Donc je veux dire par là qu'il a été celui qui a représenté et qui a symbolisé au mieux l'institution et qui a porté haut les couleurs de l'Olympique de Marseille à tous les niveaux, aussi bien au niveau des résultats, même s'il n'a pas eu de titre, mais en tout cas, on a été toujours très très bien classé. Au niveau économique, rappelez-vous, quand Pape Exact. Diouf s'en va, il laisse les caisses pleines. Et au niveau, ce qu'on disait tout à l'heure, de, euh, des liens qu'il a su tisser dans toutes les sphères du club. Et pour moi, c'est celui qui a véritablement donné une âme à cet Olympique de Marseille du 21e siècle. Et puis, Oui, Gilles. contrairement. Oui. Non, Ed. vas-y. Non, D'a- vas-y, Oui, D'ailleurs, Hervé, Ed, je t'en Gilles, prie. vas-y. Gilles, excuse-moi de t'interrompre. Je voulais saluer Ben, le fondateur de OM Nation Dakar, qui vient de partir parce qu'il y a un problème de son. Je voulais D'accord. le saluer et Oui. il reviendra très vite, je pense, dans un prochain live parce qu'il a un problème de son. Un problème de son. On le remercie. On Merci, embrasse tous les Ben. Sénégalais qui nous écoutent. On sait qu'ils sont nombreux. On reçoit régulièrement des messages. Et à tous les Africains aussi, que ce soit aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne. On a de nombreux auditeurs. Donc, on vous fait une grosse bise et on pense fort à vous. Vas-y, alors Hervé, je Ah putain, mais tu sais t'écoute quoi, par rapport à je ça. sais plus ce que je voulais dire. Alors vas-y, Eddy. Hervé Alors, rebondira. Vas-y, je ok, vais revenir. ok, Hervé. Non, mais bon, moi, je voulais rebondir sur ce que disait Christian. Effectivement, c'est sûrement le président qui a représenté le plus Marseille et dans lequel on s'est tous identifiés très vite. On est rentré en communion très facilement avec lui. Et, et par contre, je vais être un peu fâché, un peu dérangé ce soir parce que je reviens sur un fait d'actualité. Il y a eu le classement des présidents qui est sorti là par France Football. C'est de ça que je Euh, voulais parler. Tu m'as volé mon sujet, escroc. Oh, putain, c'est bon. Ah, trop fort. Il est dans ma tête. Oh, c'est énorme. Ouais, Bon, bah, ça du va, coup, je te les voilà. laisse les défoncer. Vas-y, défonce-les, je les finis, Non, je les finis après. franchement, quand j'ai vu ce classement, je me suis dit, il y a un biais énorme en fait hein, dans le classement et dans le choix des présidents. Euh, alors, je vais parler du boss en aparté pour sa place de 18e président du football français. Alors là, pour moi, c'est incompréhensible. C'est risible. Alors, voilà, c'est risible. On sent quand même que derrière, il y a des règlements de compte, il y a des points de vue voilà, qui S'ils avaient sont voulu un se peu. décrédibiliser, ils ne s'y seraient pas pris autrement au France Et, Football. mais exactement. Et du coup, où est Pape dans ce classement? Moi, pour Pas dans moi, les 30. voilà, pour moi, c'est c'est incroyable qu'il n'y soit pas en fait. Je ne sais pas quels sont les critères de ce classement-là, mais je pense que beaucoup de personnes dans la room et beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont vu ce classement-là, ils ont dû tomber des nues parce que du coup, ça vaut plus rien, tu vois. Alors, c'est vrai qu'Olas, ça fait beaucoup pour le football français, mais il faut pas oublier que Jean-Michel Aulas, son mentor, c'est Bernard Tapie, déjà de un, et que il avait un respect très très profond, Aulas, et il a encore toujours, pour Pape, qui était vraiment dans une situation de confrontation et qui Et aimait ça et qui permettait de faire progresser les d'a- deux clubs d'ailleurs. d'a- Lyon D'ailleurs, et. d'ailleurs, Ed, excuse-moi de te couper Oui, là-dessus. oui, je t'en prie. Vas-y. Il y a une vidéo, vous pouvez la regarder à l'époque lors du transfert de Ben Arfa, la sortie Ah, elle est fantastique celle-là. la sortie à la Ligue où Pape Diouf a écrasé publiquement, mais aussi dans les négociations de l'achat de Ben Arfa à l'époque. Tu voyais Olas à côté tout petit, en train d'essayer de recouper ses mots, de s'expliquer, etc., etc. Et c'est là que ça prouvait la grandeur de ce personnage qui est Pape Diouf. Mais moi, c'est Bon, pas voilà, donc tant. c'était mon coup de gueule un peu. Ouais, mais c'est
C'est tellement évident que franchement, c'est ridicule, ridicule. Parce que moi, c'est pas tant la première place de Jean-Michel Aulas. Allez, je veux Oui, bien entendre la Oui, longévité, moi je l'aurais la mis dans le qualité. top 3, hein, honnêtement. Voilà. Hein, voilà, ça, je veux pas Bon, le. allez, voilà. Donc, voilà. Moi, mais c'est pas la première place d'Aulas qui me choque. Parce que quand même, il faut lui reconnaître, il est parti de rien, il a construit un club, bien un sûr, bien stade. sûr. Bon, voilà. Là, et surtout la longévité, la régularité dans les résultats, même s'il n'a pas obtenu le Graal avec la Ligue des Champions. Mais c'est une époque plus difficile aujourd'hui. Il est vrai de gagner la Ligue des Champions depuis les années 2005, 2010, 2015. C'est quand même plus compliqué que dans les années 90. Là-dessus, on est d'accord. Mais c'est la 18e place. C'est incroyable. C'est Voilà, ça. c'est C'est du foutage de gueule. foutage de gueule, quoi. C'est du foutage de gueule. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Tapi, même ses détracteurs, même si les gens qui l'ont traîné dans la boue, ont toujours reconnu qu'il avait, qu'il avait transformé le football français. Et, Y compris les joueurs qui ont été champions du monde en 98, ils l'ont Oui, reconnu. oui, oui, et exactement. c'est qui a signé l'article Aide pour juste savoir? C'est un Alors, article collectif, je pense, c'est un classement sans doute oui, collectif. c'est un classement C'est Nabil Djelit peut-être, non? collectif. Peut-être, J'avais été peut-être, c'est sûr que tu allais possible. sortir ce nom. Non, mais par contre, moi qui étais un grand fan de France Football lorsque j'étais petit, j'étais Oui. fasciné par les classements d'Amérique du Sud. J'apprenais les résultats par cœur. J'étais le spécialiste du championnat roumain. Enfin, c'était un truc de délire. J'attendais ça comme le Graal. Quand c'était passé à 2 fois par semaine, j'étais encore plus en folie. J'ai envoyé un exemplaire à un ami qui habitait au Danemark. C'était la Bible, France Football. Mais là, j'ai C'est vrai. l'impression que c'est du gala, quoi, maintenant. C'est dramatique, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est la génération de journalistes qui arrive? Est-ce que c'est de chercher le buzz à tout prix pour faire de la vente, Ouais, pour je faire de la pense polémique? Je sais que c'est plus. ça, Hervé, ouais. C'est un peu Je ça, crois que c'est que ça. Hein. c'est un peu de la provoque, tu vois, parce qu'on sait que, voilà, regardez, nous on est là, on en parle. Dans la rue Ouais. aussi, je vois plein Ouais. de commentaires de personnes qui sont un peu offusquées. Donc, il y a aussi une stratégie derrière parce qu'on sait Ouais. que les supporters de l'OM sont très présents et qu'on va réagir, quoi. C'est ça Mais aussi. Hein. Hervé, quand tu vois sur les plateaux de l'équipe de 21 débattre de football comme Dave Apadou et Djilid qui travaille pour France Et Football, Grégory Schneider récemment. ah, mais Oh ça là c'est. là. Voilà, Parlons là. même Là, pas. c'est vraiment. Hier, je crois que j'ai assisté, je crois. Mais bon, après, c'est Libération, c'est Laurent Geoffrin, c'est l'état d'esprit, ces gens-là. C'est parce que c'est pas l'équipe, hein, il faut pas le mettre dans le truc d'équipe, Ah même si c'est non, l'équipe, il n'y a ouais, rien à sur le jeter. plateau. Il était sur le Mais c'est plateau, vrai pardon. mais c'est vrai que moi, hier, j'ai assisté à une scène surréaliste, quoi. Je veux dire, le gars, il a balancé des choses au kilomètre comme ça, comme une mitraillette. Aubragnac, heureusement, a fait le bonhomme. Il a dit, mais attends, mais qu'est-ce Ouais. que tu racontes? Fait tout ça et tout. Mais là, on se dit, mais c'est ça le journalisme en France? Je suis désolé. Moi, à l'équipe, il n'y en a que deux, trois maintenant qui me régalent. Hein. Il y a Roustan, quand il parle, parce qu'il connaît le football quand même. Je veux dire, il y a, qu'on aime ou on n'aime pas, hein, je veux dire, hein, il faut reconnaître la valeur des gens. Il y a Mikou, il y a Aubragnac que je découvre cette année, qui a des discours qui ressemblent à quelque chose. Après, il y en a deux, trois, mais c'est vrai que le niveau, le meilleur pour moi, c'était le gars qui parlait du rugby à l'époque, Blanc, là aussi. J'aimais Ouais. bien lui. Mais je ne sais plus s'il y est d'ailleurs, je ne le vois plus trop. Mais je veux dire, c'est vrai que là, voilà, ben, on se dit, on cherche le buzz peut-être aussi encore. Mais putain, mais c'est une chaîne spécialisée. Parle du fond, quoi. Parle pas de. Non, cette sortie était pas à Ah, c'était propos abject. et, Et puis surtout, son visage était rempli de haineux. haine. De haine. Bon, Ouais, après, il a c'était. une figure, tu as vu, il a toujours la haine sur la figure. J'ai jamais vu rire, ce mec. Hein. Il a un faciès, on dirait qu'il a de l'amidon, on dirait un personnage d'Arna Barbera. Tu vois ce que je veux te dire un peu dans les C'est fous du ça. volant ou quoi, là? C'est ça. Satanas. Non, mais Satanas. Satanas, tu vois. Donc, mais c'est déplorable. C'est déplorable parce que il faut pas faire ça en plus, sachant l'état où se trouve Monsieur Tapi. Je veux dire, c'est pas à faire. Mais j'en ai marre de ces gens qui parlent sur les plateaux et qui sont pas capables de dire la même chose. C'est comme Ménès à l'époque, on fait une aparté là, un peu cher pour Diouf. Mais Ouais. c'est à mettre avec Diouf en balance. Diouf Bien avait la sûr, classe, il bien était sûr. capable de te le dire en face. Et ces gens-là, Exactement. ils adorent cracher sur les gens quand ils ne sont pas en face d'eux. Et après, quand ils sont en face d'eux, on les voit changer de comportement. C'est pas ça être un vrai homme de bien ou un vrai homme de médias ou quoi. C'est donner à n'importe qui. Alors on met des mecs de bar sur les Bien plateaux sûr. télé, tant qu'à faire. Au moins on rigolera, ils seront peut-être un peu plus Surtout, crédibles, ils parleront avec passion. ça apporte rien au débat parce que tout ce qui est exagéré est insignifiant. Si au moins il y Tout à avait. fait. Moi, j'aurais pu entendre ce gars-là, j'ai même plus envie de citer son nom, mais s'il avait développé dans le calme des arguments, bon, même polémiques. C'est Tout à la fait. forme.
le ton qu'il a employé et la Oui, forme oui. qu'il y a mis. Là, on sort plus, on n'est plus dans le débat, dans le dialogue et dans le débat d'idées. On est dans le, c'est la lali, quoi. C'est du n'importe quoi, c'est du lynchage. Donc après, effectivement, c'est le buzz. Bon, enfin, on est, Tout Non, ça mais on est pour loin, dire on est que loin, on est pour loin mettre, tu sais quoi, du thème de la Diouf, soirée qui est la classe non, de non, Pape mais Diouf. on est loin d'une posture médiatique de Diouf, parce que ça, vous l'avez peut-être, tu l'as abordé un peu, mais moi, ce que j'aime dire, c'est que moi, j'aime quand les gens qui soient entraîneurs ou dirigeants de l'Olympique de Marseille, ou joueurs même, que quand ils passent dans les médias, ils ne nous font pas honte. Voilà. ouais. Et Diouf a fait partie de cette race de seigneurs, comme André Villas-Boas, quand il était devant caméra, ne faisait pas honte, mais la liste des gens qui nous ont fait honte, il y en a des kilomètres, les gars. Bien Et je veux sûr, dire, bien et sûr. ça, c'est quand même l'étendard, ce club. Et quand on est représenté par quelqu'un de valable, comme l'était M. Pape Diouf, ça, il faut le souligner parce que c'est très rare d'avoir des dirigeants qui disent pas tout et n'importe quoi ou qui soient contre-temps. On a un Sorin, vous savez, ça va, on va pas faire sa publicité parce qu'en plus, il avait ignoré complètement M. Diouf de son vivant. Donc, bon, on va l'oublier vite, lui, dans l'histoire de l'OM. Mais c'est important aussi, cet aspect médiatique de Diouf, que quand il était sur un plateau, comme tu dis tout à l'heure, sur le trottoir, là, à la sortie du truc de Ben Arfa, il était capable de te faire des saillies, d'avoir une posture qui te disait ah ouais, d'accord, putain, le gars qui représente notre club, quand même, c'est Tu quelqu'un. en es fier. Et Tu en sais que tu Tiens, est plus, peux, fier, voilà. il avait une tu peux aller à grande, la guerre. Ouais. il avait un grand respect pour la profession. Il avait un grand respect pour la profession de journaliste. Et malgré tout, il disait les 4 vérités qui devaient être dites. Et ça, effectivement, alors, il y a quand même beaucoup de jeux en off de certains présidents, de discours un peu hypocrites. Pape était quand même assez direct dans ses propos et toujours avec une hauteur qui, pour les personnes qui l'ont interviewé ou qui étaient avec lui, Ouais. voilà, faisait que c'était. Justement, Eddy, tu me tends la perche là dans ma transition. Et c'est vrai qu'il avait un grand respect pour la profession de journaliste, puisque évidemment il en était issu, c'était ses premières amours. Et Mhm. d'ailleurs, une des premières choses qu'il ait faites après sa sortie du monde du football, c'est de créer justement une école de journalisme à Marseille. C'était quelque chose Oui. qui lui tenait à cœur. Momo, tu Et, voulais réagir. Non, entre guillemets, déjà, en tant que journaliste, avoir Pape Diouf face à lui, c'est très compliqué, avec ses joutes verbales, bien sûr. avec ses mots bien choisis. Déjà, il faut le comprendre, entre guillemets. Je pense que certains journalistes n'arrivaient pas à décoder son verbe. Surtout, c'est difficile à déstabiliser un président comme Pape Diouf quand tu as ce charisme, ce talent qu'il avait, entre guillemets, à retourner entre guillemets les têtes. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle beaucoup de gens lui prédisaient une carrière en politique. Parce que c'était Mm. quelqu'un qui avait ce charisme et qui avait la capacité de faire passer des idées, comme nous l'a expliqué Yann et comme nous l'a expliqué Hichem, enfin tous les intervenants, tous ceux qui l'ont côtoyé de près. Il était capable de retourner des gens, mais pas par manipulation, en les convaincant. Ça qui était intéressant. Et cette faculté qu'il avait, ce don, parce que c'est un don, Mhm. évidemment qu'en politique, si on avait eu un peu plus de gens comme ça, si on avait, même aujourd'hui, un peu plus de gens comme ça, des gens de conviction, on aurait peut-être un peu moins d'abstention. Et la transition est toute faite parce que je voudrais qu'on évoque maintenant, qu'on sorte un Mm. peu de la partie football et qu'on évoque un peu le Pape Diouf politique. Alors quand je dis politique, c'est au sens large du terme. Hein, politique, sociétal, l'homme, le citoyen. Et ensuite, évidemment, ce qui l'a amené à cette fondation, justement, à la création de cette fondation, ses amis proches et sa famille qui ont voulu justement perpétuer l'œuvre et l'esprit de Pape Diouf à travers cette fondation. Est-ce que pour toi, Hervé, il aurait pu faire carrière en politique s'il avait été un peu plus assidu? Parce qu'on sait que Pape, après, c'était quelqu'un, bon, voilà, hein, après l'OM, il voulait quand même prendre les choses un peu à la cool hein, et ne pas avoir la pression qu'il a eue pendant toutes ces années. Mais s'y était engagé avec la même force qu'il s'est engagé dans le football, est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire une carrière politique, Hervé? Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Je pense qu'il avait l'identité, mais tu sais, pour s'installer en politique, soit c'est un travail de longue haleine, tu mets des années pour atteindre ton but,
soit tu as des moyens incommensurables et tu peux y arriver très vite. Mm. Je pense que là, il y est allé pour goûter. Il y avait des gens qui avaient réussi à le convaincre d'y aller aux élections municipales, hein, je te parle, parce que pour moi, c'est De les seuls, à ma 2014. connaissance, voilà, qu'il avait faites. C'est là où, justement, j'avais fait ces interviews avec Bernard Tapie, où il était là, en présence. Et c'est vrai que tu te dis, quand tu le vois parler, quand tu le vois dans la façon de considérer les gens, oui, mais après, tu sais, la politique, il faut s'entourer, il faut avoir une équipe, il faut avoir, même si toi, tu es de bonne aloi et que tu as un bon fond, il te faut quand même un peu des cerbères autour de toi. Est-ce qu'il avait le temps ou le principe de s'entourer de gens que quand tu fais la politique, c'est pas un monde de bisounours, hein. Je pense que même le milieu du football à côté, c'est un milieu de touristes, hein. Je veux dire, donc, est-ce que ça le correspondait vraiment? Est-ce qu'il a voulu y goûter? Est-ce qu'il a voulu voir un peu profiter, peut-être? Je sais pas, on ne saura jamais si. Mais il avait ce don pour moi, pour l'avoir vu donc en direct, l'avoir vu comme il a préparé l'interview, l'avoir vu comme il a répondu. Que finalement, C'était le plus passionnant, hein, de tout des est-ce que 5 qu'on ait fait, finalement, hein. est-ce que finalement, bon, disons que le jeu politique, la politique politicienne, c'était pas vraiment la tasse de thé de Pape Diouf. Mais est-ce que finalement, Voilà. il a pas fait de la politique autrement toute sa vie? Oui. Eddy, est-ce que finalement, Pape Diouf, lui-même, son œuvre, son parcours, c'était pas déjà politique? Ah oui, mais moi je pense que clairement, déjà le chemin qu'il a parcouru, c'est bon alors on parle souvent de nos sociétés méritocratiques et cetera. Pape Diouf en est vraiment le très bon exemple, hein, parce qu'il est arrivé très jeune à Marseille, il est rentré, à la Marseillaise où il a été journaliste. Son humanisme, sa personnalité lui ont permis de tisser des liens avec beaucoup de personnes et de fil en aiguille, il a franchi les différentes étapes professionnelles. Mais c'était aussi une personne qui s'attachait beaucoup aux symboles. Et il avait dit, alors moi j'avais relevé une de ses interventions. Donc il avait dit, dans un pays comme la France, il n'y a pas un seul noir ou arabe à la tête d'une grande entreprise ou d'un ministère régalien. Et si je peux démystifier les clichés et montrer que les Noirs ne sont ni meilleurs ni pires que les autres, alors je serai heureux. Et effectivement, ça retranscrit toute sa logique Mmh. et la volonté qu'il avait à travers l'exemplarité, de montrer qu'on pouvait y arriver et que c'était accessible pour tout le monde. Donc Pour c'était au quelqu'un qui faisait déjà de la politique dès ses premières heures, en fait. et pour autant, c'était pas un chantre de la discrimination positive, hein. Absolument pas, ouais. Pour en avoir quelques fois Et discuté d'a- avec lui, il détestait ça. et d'ailleurs, moi, Gilles, là-dessus, à l'époque où il s'est lancé en politique, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Mm, Honnêtement, mm. parce pour moi, il avait trop de valeurs, trop de principes pour se mélanger à ce milieu-là. Malgré son verbe, etc., son discours qu'il avait sur l'aspect social, tout ce qu'il pouvait toucher. Et je le voyais très, très, très mal en politique, honnêtement. Mmh. Je sais pas ce qu'en pense Hervé, mais en tout cas, il donnait l'impression de vouloir redistribuer. Il avait ce besoin-là de C'est exactement ça. redonner, de vraiment redonner aux gens, de redonner aux Marseillais tout l'amour qu'ils lui ont fourni pendant des années, et il se sentait légitime pour le faire. Donc, Toujours avec Mais je pe élégance. voilà, mais je pense qu'avec la noblesse même, parce que je pense que le oui, combat sous-jacent, c'est le même que certaines, comment dirons-nous? Que certaines communautés utilisent des mouvements politiques, on va dire, un peu plus dans le négatif. Lui, il était dans le exactement. positif pour Ouais. atteindre le même but à l'arrivée, tu vois. L'anecdote de Julien Fournier, d'ailleurs, dans la Provence, elle est Ouais, très, très intéressante à ce sujet. Il rentre dans un restaurant, je vous la raconte de mémoire, hein, ouais, Oui, je l'ai plus, il n'est pas sous les yeux. Il rentre dans un restaurant, ils font un match à Bergen, je crois, en Norvège. Et ils arrivent dans le restaurant, Julien Fournier, donc ils vont dîner, c'est la veille du match. Julien Fournier, parce qu'il raconte qu'ils adoraient se faire des bons gueuletons tous les deux, et il pousse la porte d'un restaurant. Julien Fournier rentre le premier, il lève la veste, et quelqu'un prend sa veste et l'attend à Pape Diouf. Julien Fournier se retourne, regarde, il y a un jeu de regard qui s'instaure entre les trois personnes. Pape Diouf sourit, il lui fait un clin d'œil, l'air de dire c'est pas grave.
Julien Fournier, lui, devient tout rouge et complètement mal à l'aise et veut partir du restaurant. Et c'est Pape Diouf qui lui dit: «Non, on va s'asseoir, on va manger, on va passer une bonne soirée». C'est ça Pape Diouf aussi. C'est qu'il savait pertinemment qu'il y avait du racisme latent, du racisme quotidien qui est parfois, comment dire? Qu'on peut percevoir sur des petits signes, comme il disait Julien Fournier. Moi, il y a des choses que Du je ne racisme, perçois. j'appelle ça du racisme mécanique, moi. Voilà, Voilà, tu vois. et que pas tout le monde va pouvoir percevoir. Seulement les Voilà, principaux intéressés vont sentir tout à cette fait. différence de traitement. Eh bien, il en était un peu sceptique. Il raconte très bien ça dans la Provence. Il disait: «Moi, j'étais un peu sceptique sur tout ça. Il y avait peut-être je me disais qu'il y avait un peu de paranoïa» et quand il a vécu deux, trois choses comme ça, et notamment cette anecdote qu'il raconte, il a réalisé à quel point, il y avait beaucoup de choses encore à faire évoluer dans la société et que Mais Pape les a finalement, il a en poussant les portes et en abattant les barrières comme ça, mais de manière toujours souriante et avec élégance, il a fait peut-être beaucoup plus que certains partis politiques qui se sont targués à une certaine période de combattre le racisme. ben, tu sais, il avait ce côté Gandhi, on va dire, je pense, Hmm. Diouf en lui, tu vois. C'est-à-dire, c'est en utilisant c'était un peu de l'aïkido qu'il pratiquait. Au lieu de faire frontal contre, peut-être front contre front, et des fois, ça t'amène à créer des mouvements qui vont être clivants, et les gens vont rester, en fin de compte, à l'arrivée sur leur position, qu'ils soient de blanc ou noir, ou de droite ou de gauche ou autre. Lui, il arrivait à démontrer, en fin de compte, à la personne en face, par son attitude, que c'était un peu peut-être ubuesque comme situation. C'est ce qui a dû se passer pour le restaurant, tu vois. Parce que le gars, il a dû sentir le malaise quand même, les serveurs ou autre. Et ils ont dû Oui, se dire, bien mais sûr. bon, pour eux, dans leur esprit, ça pouvait plutôt partir 9 fois sur 10 dans une esclandre qu'autre chose. Bien Il a sûr. fait la 10e solution. Ouais, et sans doute la plus efficace. Mais bon, c'est pas donné à tout le Exactement. monde. Et évidemment, chacun réagit Oui, avec sa il sensibilité. faut avoir Euh, voilà, son caractère. Julien Fournier lui-même voulait partir du restaurant. Alors imaginez, selon avec qui se serait trouvé, ça serait peut-être passé comme ça. Et il raconte aussi souvent les premières réunions des présidents de clubs Ouais. avec le Bayern, et le regard curieux de certains présidents lorsque Pape Diouf a poussé la porte des salles de réunion pour la première fois. Voilà, le regard curieux. Donc, il y a plein de petites anecdotes comme ça. Je vous invite vraiment à acheter son livre. Il se trouve sur Amazon. C'est bien plus qu'un jeu. Et vous découvrirez vraiment l'envers du décor et toutes les dentelles du parcours de Pape Diouf qui n'a pas toujours été facile, mais qui au final aujourd'hui peut être érigé en exemple. Mm. Et c'est pour ça que quand on parle de Pape Diouf, ça dépasse du cadre. On déborde rapidement du cadre de l'Olympique de Marseille et du football. Évidemment que c'est son œuvre la plus populaire, la plus médiatique, président de l'OM. Mais Non, mais, il y a tellement de choses à dire sur Pape Diouf on pourrait en faire des heures. ah oui, c'est une icône, tout simplement, hein, la rivière, quand tu réfléchis. C'est un personnage qui est une icône positive, qui inspire le respect et qui peut servir de leçon. Eh ben, il avait fait avec l'école de journalisme aussi, hein, puisque c'était Oui, l'ambassadeur avec Jean-Pierre Foucault, exactement. aux petits jeunes, leur dire voilà, bon, attention, c'est pas une école qui fait pour les enfants des quartiers, hein, c'est une école privée, mais quand même, ça montre que en partant de beaucoup plus loin, avec de l'handicap, il a eu un destin fabuleux quand même quand on réfléchit. Moi, je vous dis, c'est une histoire américaine. Ils auraient déjà fait un Mhm. film ou une Ouais, série télé Toujours aux avec exactement. cette, États-Unis, hein. toujours avec cette C'est idée un de vouloir exemple rendre, vivant. ouais, toujours dans cette idée de vouloir rendre aux autres Mais tu sais, et Gilles, d'ailleurs, quand tu ouais, réfléchis au sens de la vie, c'est quand tu donnes que tu reçois. Les gens, ils veulent que recevoir et jamais donner. Ça marche pas comme ça. Tu mais c'est donnes, pas tu donnes, donné. tu donnes. Et après, ça revient pas. Mais tu fais un pas en arrière, tu te déplaces et tu vas faire autre chose. Mais c'est pas donné à tout le monde de le comprendre et surtout quand on arrive au sommet comme Pape Diouf a réussi à le faire. Et aujourd'hui, cette fondation, c'est vraiment très important parce que c'est vrai qu'on fait cette émission et comme on l'a dit au début, on a parlé de Pape Diouf, on a honoré sa mémoire, on a rappelé des souvenirs, on a ri, on a été ému, on a frissonné, on a eu des interviews, des intervenants. Mais aujourd'hui, si vous voulez que cet esprit-là perdure et rendre un peu à Pape Diouf ce que lui nous a donné, vraiment aller sur cette fondation, hein, l'adresse tourne régulièrement dans le chat, allez donner même ne serait-ce qu'un euro, ce que vous pouvez, mais je peux vous assurer que les gens qui sont derrière cette fondation, c'est pas des rigolos, c'est tous les enfants de Pape Diouf
et que vous ferez du bien. Cet argent-là, il ira vraiment dans des œuvres. Il ne se perdra pas n'importe où. Ça, je peux vous le garantir parce que certaines de ces personnes-là sont des amis et on se connaît depuis très très longtemps et ça leur tient vraiment à cœur de pouvoir, encore une fois, rendre quelque part Pape Diouf éternel et encore d'actualité. Donc vraiment, c'est important. Allez sur cette fondation, faites des dons et vous serez tenu au courant régulièrement des œuvres qui vont être mises en place, aussi bien à Marseille, dans la France qu'en Afrique. Et on continuera. Ainsi, on pourra continuer à parler de Pape Diouf au présent. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on en parlera tout le temps. Donc là, on va, Magnifique. oui, Kevin, on va vous montrer une vidéo de présentation. Alors du coup, on va passer en vidéo et c'est une vidéo qui va vous parler justement du fonds de dotation qui va devenir une fondation dans quelques temps. C'est juste des termes juridiques, mais on peut lancer, Kevin, il n'y a pas de souci. Et derrière, on enchaînera avec des réactions de quelques personnalités que vous allez reconnaître. Coucou, c'est Alonso. Alors, un message d'amour et de soutien pour le fonds de dotation de Pape Diouf. C'est très important. On est avec vous. Peace. Salut, c'est un petit message de soutien à la Fondation Pape Diouf. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous, pour les Marseillais, et pour moi spécialement, parce que dans une, on va dire, époque de disette de résultats et de beaux jeux que sont ces 30 dernières années, quand il a été président, il a amené quelque chose d'extraordinaire et je dois dire que ce sont des années qui ont été lumineuses au niveau du jeu pour moi. Donc ce monsieur-là avait une passion, Marseille, et les gens qui y habitaient. Donc un grand message de soutien et c'était un grand monsieur. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Soprano. Je voulais faire une vidéo un peu spéciale. C'était pour donner mon soutien au fonds de dotation Pape Diouf. Pour moi, Pape Diouf, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, c'est quelqu'un qui a été important dans ma carrière. Il m'a donné les clés du stade Vélodrome. Au-delà de ça, c'est vrai que c'était quelqu'un qui m'a beaucoup servi d'exemple. Déjà, être premier noir président dans le football français, c'est incroyable. On avait cette image de lui par son élocution, sa culture, sa manière de s'exprimer, de quelqu'un de très studieux, sérieux. Et en fait, quand on a découvert un déconneur, plein de bises à tout le monde, en espérant qu'on se croise. Et en tout cas, tout mon soutien pour le fonds de dotation Pape Diouf. Je suis heureux de participer à cet événement en mémoire de Pape Diouf, que j'ai bien connu. Je l'ai connu lorsqu'il commençait comme journaliste, puis ensuite quand il est devenu agent de joueur. Et c'est aussi le citoyen, l'homme engagé que moi j'ai toujours voulu regarder, pour laquelle je lui ai remis comme président de la République la Légion d'honneur. Mais il voulait surtout rendre à Marseille ce que Marseille lui avait donné. Il aimait cette ville l'appréciait aussi beaucoup. Je soutiens le fonds de dotation Pape Diouf parce que c'était Pape Diouf. Pape Diouf, un homme de culture, un homme d'engagement, un homme de récit, un homme qui savait se dévouer pour les autres. Et aujourd'hui, c'est le tour de ce fonds de dotation de favoriser tous les talents, comme Pape Diouf savait le faire. Mardi 31 mars 2020, à 19h43, le Sénégal a enregistré son premier cas de décès lié au Covid-19, en la personne de M. Mababa Diouf, plus connu sous le nom de Pape Diouf. Cette dernière minute, l'OM est en deuil. Pape Diouf, l'ancien patron de l'Olympique de Marseille, s'est éteint ce soir, il avait 68 ans, victime lui aussi du coronavirus. Pourquoi les gens continuent toujours, même quand ils ont été champions, à venir me dire « tu nous manques ». C'est qu'il y a eu quelque chose quand même. Tony Salvatori a fini par me proposer d'aller à la Marseillaise pour être journaliste du dimanche. Et puis un jour, au service des sports,
on compte plusieurs absences et il fallait suivre l'Olympique de Marseille. Et moi, j'avais déjà un échange régulier et assez fécond avec Jean-Claude Razzoli, qui était le directeur de la rédaction, et qui m'a dit il faut que tu ailles faire l'OM. Donc je suis parti faire l'OM, évidemment, gaillardement. Pour moi, c'était le bâton de maréchal, tu imagines bien, quoi. Hein. Conduire la carrière d'un joueur, ce n'est pas seulement parler de pourcentage, ce n'est pas seulement parler de commission. Il y a dedans une passion, il y a dedans, pour moi, un intérêt qui va au-delà du matériel et du financier. Arriver à aider un garçon à exprimer son potentiel par un mot, par une attitude, par une discussion, c'est quand même quelque chose aussi de jouissif. C'était mon président et c'est devenu après un de mes meilleurs amis. Pour moi, il n'y aura jamais plus un président comme Pape. Bon les gars, du courage, hein. Je sais que c'est compliqué pour nous tous. Le premier jour que j'ai mis le pied à l'OM, j'ai commencé à me dire quel est le jour où je pars. J'ai commencé à penser à mon jour de départ. Il fallait vraiment que je sois un vrai fou pour penser qu'en venant à l'OM, je venais pour la vie. L'essentiel, c'est que mes enfants, eux, ne m'oublient pas, ma famille. Si ceux qui m'avaient fréquenté, m'avaient accompagné, eux peuvent parler de moi, si je peux avoir laissé à mes enfants un certain type d'enseignement, je dis bien un certain type d'enseignement qui a pu leur servir dans la vie positivement, pour moi, c'est l'essentiel, quoi. Voilà. On est tous, quand on voit ces images, on est tous forcément bouleversés. Et voilà, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que de se dire qu'il sera plus là et qu'il sera plus là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous éclairer sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, quand c'est en regardant ces images qu'on réalise le grand vide il va laisser. On va pas tarder à conclure. On va faire un petit tour et on va accueillir un dernier invité. Ça nous tenait vraiment à cœur de conclure avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui nous suit depuis le début, qui nous soutient, qui est extraordinaire de gentillesse, d'origine sénégalaise aussi. Et on va lui laisser la parole quelques instants. Il va dire ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a sur le cœur. Ali, c'est Ali. Bonjour, Ali bonjour. Soumaré. Bonsoir Ali. Bonsoir. Bonsoir Ali, bienvenue à toi. Pour quelques-uns, bonjour, Bienvenue, bonjour, Ali. parce que je sais qu'on vous suit partout un peu dans le monde. Ah, c'est vrai, le décalage horaire, il faut y penser. C'est vrai. Exactement, exactement. Ça va les anciens, ça va la mission, tout le monde va bien?
Ça va, mon Ça ami? va et toi, Ali? Ça Ça va, ça va, ça va. Ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait un petit moment que tu es plus passé nous voir. Et c'était Oui, s'il y avait bien un live où il fallait que tu viennes nous faire un petit coucou, c'était celui-ci. exactement, bien dit. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire? On te laisse la parole, Ali. Ben, Dis-nous. écoute, bon, c'est un live spécialement pour rendre hommage à une légende pour moi et pour nous tous, hein. Un président que depuis l'ère tapis, il n'y a pas eu, enfin à ma connaissance à moi. Et je voudrais moi-même lui rendre lui hommage à ce président-là qui s'appelle Pape Diouf, paix à son âme, et je prie pour lui que le Seigneur lui accorde le paradis. Qu'est-ce qui représentait pour toi, Pape Diouf? Pas uniquement en tant que président de l'OM, mais en tant que personnalité publique. Qu'est-ce que Oui. tu retiens de son parcours? Ben, écoute, à sa personnalité, c'est une personne très, très ordinaire, normale, mais qui dégage une certaine aura que peu de gens dans ce bas monde peuvent dégager. C'est-à-dire la gentillesse qu'il a, la compréhension qu'il a, et comment on appelle ça? Le savoir à résoudre un problème que peu de gens peuvent résoudre actuellement. En tant que personne normale avec sa famille, moi personnellement, je ne les connais pas, mais on en parle beaucoup au Sénégal. Au Sénégal, c'est une personnalité qui est très, pour moi, qui est proche d'être, au niveau politique, d'être un président ou un ministre. Tu en parles Donc, au présent, Ali, hein, tu n'arrives pas à en parler au passé, hein. Ça, d'accord, c'est fou. d'accord, Non, non, mais y a pas c'est de problème. révélateur. Non, non, mais il y a pas de souci. D'ailleurs, à Voilà, Dakar, aujourd'hui, ils sont allés se recueillir sur sa tombe. exactement, exactement. Notamment, Julien Fournier était là-bas, des représentants je crois, de l'Olympique de Marseille, et ils ont Mhm. inauguré également une fresque à Dakar. Il fallait Exactement, voir. exactement, exactement. J'ai quelques amis de Dakar, enfin des amis, des potes. On est fous malades de Marseille, que je leur ai invité qu'ils aillent là-bas pour qu'ils honorent sa, 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 qu'il fasse un hommage à lui. Et, Mmh. franchement, il y avait beaucoup, beaucoup, même par rapport au niveau du Covid, le strict, c'était que pas beaucoup de gens, mais franchement, quand même, ça s'est bien, bien passé. C'était un hommage digne pour Pape. Mmh mh. Mmh. Ouais. On a vas-y, Momo. Et toi, Ali, en tant que Sénégalais, quel est pour toi le fait d'avoir un président noir, en plus de cela, un Sénégalais qui est à la tête du plus grand club français et d'un des plus grands clubs européens? Et Mhm. qu'est-ce que ça a fait à l'époque, quand il était président de l'Olympique de Marseille? Comment les Sénégalais ressentaient le fait de voir Pape Diouf président de l'OM? Ben, écoute, ça revient à ce que moi j'ai dit tout à l'heure, hein, que c'est une des personnes qui dégage une certaine aura il y a peu de gens qui en dégagent actuellement. Ça veut dire que ça représente comment on appelle ça? Je suis pas très fort en mots pour expliquer, mais ça Ah, mais représente, tu vas, Ali, vas-y, voilà. t'inquiète pas, hein. Donc, ok, le club, l'Olympique de Marseille, il y a seulement que ce club-là qui peut accueillir, qui peut aller jusqu'à nommer un président étranger. Ça veut Mmh mh. dire un président de couleur différente que blanc. Mmh. Mmh. Voilà, donc du coup, Ça ça veut pouvait être que l'OM pour toi. S'il y avait bien un exact. club qui pouvait faire ça, Mais il y a et que c'était l'OM. l'Olympique de Marseille. Il y a que l'OM. Après, peut-être que ça va en venir, mais Et actuellement, Ali, là, il y a que Ali, l'OM. actuellement, il y a que l'OM, il y en a plus eu depuis, hein. C'est-à-dire que Voilà, depuis Pape Diouf, il n'y a plus eu d'autres présidents de couleur, à la exactement. tête d'un grand club européen. Exactement, Voilà. exactement. D'a Peut-être, d'a d'ail oui. d'ailleurs, Ali, comment se fait-il, le Pape Diouf ne s'est jamais impliqué dans le football sénégalais, que ce soit à la fédération ou je sais pas, comme tu dis, rentrer en politique ou peut-être en ministre des sports ou je ne sais quoi? Comment se Il, fait-il? il y pouvait, il avait enfin, peut-être que c'est des rumeurs ou pas, mais il avait des rapprochements au niveau de la politique, au niveau de la fédération football sénégalaise, qui le voulait, mais lui, il s'est dédié, quand il est rentré dans l'institution de l'Olympique de Marseille,
il s'est voué, il a dit que c'est mon avenir, c'est mon avenir. Enfin, c'est mon passé, c'est mon avenir, et c'est mon présent et c'est mon avenir. Lui, il s'est dédié à vie à l'Olympique de Marseille. Et c'est sa façon à lui de rendre, même s'il est plus président, c'est sa façon de lui à respecter sa parole. Mhm. Il y en a pas mal dans la room Pour être toujours Marseillais, président, même pas président, mais être un supporter digne de l'Olympique de Marseille. Il y a certaines personnes dans la room qui pensent qu'on devrait mettre une plaque. Ou... Moi, je vois même plus. Ah Je ne sais oui, pas ce que vous en un pensez. trophée. Il y a un élu, non, c'est pas un trophée. Il y a un élu aujourd'hui, je crois que c'est M. Gibraël, qui a proposé qu'on renomme la sortie de métro, la station de métro du rond-point du Pradot, la station Pape Diouf. Et j'ai trouvé ça, je trouve que c'est une bonne Fantastique. idée. Une très Parce bonne que idée. à chaque fois qu'on Fantastique. sortirait du métro pour aller au stade, eh ben, on verrait, voilà, on Ouais, descend c'est à pas l'arrêt, mal. Pape Diouf, et je trouve que Fantastique. ça serait extraordinaire. Le Ouais, seul truc qu'il y a, c'est que j'ai lu l'article, il faut juste attendre 5 ans le décès, c'est la loi à Marseille, mais bon, ils vont essayer de voir si il faut attendre qu'une personne soit décédée 5 ans avant À de Naples, pouvoir ils ont pas attendu 5 ans Non, pour des je sais. baptêmes de Mais stade. justement, il a demandé, il va voir s'il peut pas avoir un décret municipal pour casser cette façon de faire qui existe depuis des années à Marseille. Au diable la bureaucratie, là, il faut faire avancer les Voilà. choses. Exactement. La fameuse Exactement, bien dit. administration française. Ouais. Voilà. Exactement. Exactement, bien dit. Bon, voilà, Parce que bah, écoutez... peut-être, ouais. J'allais te Non, dire, vas-y, peut-être qu'au bout de vas-y. 5 ans, peut-être qu'au bout de 5 ans, tu es vraiment sûr que la personne elle est décédée. C'est peut-être ça, tu vois, le concept de la Ouais, bureaucratie. Voilà. En tout cas, notre Papa Diouf à nous, il n'est pas décédé, il va continuer de vivre dans nos cœurs. On voit à quel point À jamais. on a du mal à en parler au passé et on continuera d'en parler au présent. On évoquera régulièrement le Pape Diouf président, le Pape Diouf homme de cœur dans ses lives parce qu'il est avec nous et puis il nous accompagne et Exactement. puis c'est un point de référence. Et Dieu sait si on a parlé de lui ces derniers temps avec ce qu'on a traversé, ces 4 années de, j'allais dire de disette, mais Ouais. c'était plus que ça, c'était presque d'enfer. Je parle en tant que Plus. représentant de Plus. l'institution. Voilà, donc il sera encore là pour longtemps. Et en attendant, n'hésitez pas à aller faire vos dons pour la fondation, le fonds de dotation Pape Diouf. Vous avez l'adresse qui tourne en boucle quasiment sur le chat. Et voilà, il nous reste à conclure. Un dernier petit mot, Eddy. Oui, alors moi, je voulais dire à quel point ce soir j'étais honoré de parler de Pape parce que je pense que c'est notre président à tous et ça le restera, quoi qu'il arrive, malgré la place du boss. Je pense qu'on n'a jamais été en harmonie autant avec un président que sous la présidence de Pape. Moi, ce que je conserverai de lui, et c'est incroyable parce qu'en fait, c'est ce qui revient dans les commentaires qu'on a sur la room, mais également de tous les intervenants qui l'ont approché de près ou de loin. C'est son accessibilité, c'est son humanisme, et c'est cette image en fait d'une personne qui pouvait réunir toutes les personnes de tous bords. Et ça, c'est quelque chose qui personnellement m'a touché parce qu'en tant que Marseillais, c'est ce que je ressens dans ma ville. Et voilà, donc je tenais également, puisqu'on en profite pour aussi faire un petit hommage à Michel Hidalgo. Oui, c'est vrai. Voilà, Qui est qu'on n'avait passé pas finalement un peu à la trappe, c'est vrai, dans exactement. on va dire le déroulement médiatique de ces derniers jours. Michel Hidalgo qui nous avait quittés quelques jours avant Pape Diouf et qui a été également un grand artisan, un grand serviteur du football français, sélectionneur de 1976 à 1984 avec l'apothéose de ce titre de champion d'Europe à Paris face à l'Espagne et qui ensuite a rejoint l'aventure olympienne avec Bernard Tapie de 1986 aux années 90 et qui a été également une des figures très très importantes du football français. C'était un grand monsieur. C'est vrai qu'on lui rend également hommage ce soir. J'ai une Voilà, petite donc du coup, anecdote à ce sujet, si vous voulez. Oui. Il y a 3 ans, avec le grand Mario Albano, l'immense Mario Albano, on a organisé
Après, il en a fait un article, je crois que ça doit être il est de la Provence. On a organisé la rencontre au New Hotel, au Faro, ça lui tenait à cœur, entre Michel Hidalgo et Jean-Paul Belmondo, il y a 3 ans. C'était un grand moment d'émotion. Et là, tu vois, j'étais en train de me siroter un petit Perrier, parce que bon, c'était l'heure du Perrier et pas d'autre chose. Et je me dis, putain, tu te rends compte quand même les grands bonshommes que c'est, l'autre dans le cinéma, Ouais, oui. un dans le cinéma et l'autre dans le football, parce que Hidalgo, c'est lui qui a dépucelé la France, on va dire, au niveau équipe de France, au niveau de titre international, et Belmondo qui a fait le tour de la planète. Et j'étais content, je me suis dit, c'est 2 titans, et au moins avant de passer dans l'autre monde, au moins ils se seront revus, parce qu'ils se connaissaient, hein, mais ils ne s'étaient pas vus depuis combien d'années. C'était un grand moment avec Mario Albano. Je suis très fier d'avoir organisé ça avec Monseigneur Mario. Voilà, c'est juste une anecdote. Momo, un dernier mot? Ouais, pour Hidalgo, moi, c'est plus de votre génération, toi, Hervé et Gilles. mais de ce que je garde, entre guillemets, de ce que j'ai vu, c'est le traumatisme de Séville 82 et l'Euro gagné en 84. Allez, on va conclure avec un dernier mot de Ali, et puis il sera temps de nous quitter. Ali, Ok, c'est quoi oui. ton dernier mot? Ah, d'accord, merci. Ben, écoute, l'ancien, comme je te rappelle, je suis Merci, très merci. honoré. Bah oui, t'es normal, t'es un ancien. Non, je crois que ce soir, c'est Hervé le doyen, je crois. C'est pas moi. Ah bon? Oui, je vais avoir 50 ans cette année. Voilà, Je dirais merci. pas, hein. Ouf, je suis sauvé. Ok, mais tant mieux alors. Non, mais écoute, je suis très honoré, même très honoré d'avoir pu venir à Dans ce live et rendre hommage à un grand président comme Pape Diouf. Et je remercie toute la Rome, toute la famille, toute la MIFA de m'avoir invité, enfin de m'avoir permis de monter dans ce live et m'avoir pu s'exprimer. Et je voulais dire à Gilles l'Ancien que de la part du journaliste qui devait venir, malheureusement, il ne s'est pas pu libérer, mais qui tient à rendre hommage aussi là, actuellement, Alors, il est à Dakar. oui, car je Et l'ai je eu au pense qu'il... téléphone, en fait, c'est Bakary Cissé. Donc, c'est un Voilà, journaliste du journal Record qui a en voilà. fait contracté la Covid, la maladie, en même temps que Pape Diouf, et avec qui ils se connaissaient et ils ont été hospitalisés dans le même établissement au Sénégal, et ils ont pu échanger lors des derniers jours de Pape Diouf. Donc il m'a appelé, on a discuté, on n'a pas eu le temps de recueillir son témoignage parce qu'il était très très occupé, mais on l'invitera une prochaine fois parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, qui est dans le milieu du football et notamment qui s'occupe des intérêts également de Sadio Mané, d'après ce qu'il m'a expliqué. Et dans un prochain live, on l'invitera et il pourra nous expliquer comment il a vécu ces dernières heures avec Pape Diouf et les derniers mots qu'il a pu échanger avec Pape Diouf. Voilà. Donc D'accord, ben, voilà, tant mieux alors. il nous reste, oui, t'inquiète pas. Bon, c'était juste un problème d'emploi du temps, mais il a été, voilà, on est en contact et ça se fera une prochaine fois. Donc voilà, Ok, ben, pas de problème. il nous reste à vous remercier à tous et surtout à remercier Pape Diouf pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, c'est un peu à nous à aider cette fondation. Je suis désolé, je m'attraque un peu, je le répète, mais c'est important parce que vous verrez qu'à travers cette fondation, on pourra continuer justement à évoquer Pape Diouf au présent et surtout, surtout, évidemment, on pourra aider des personnes qui sont dans le besoin. Et c'est, je pense, ce qu'aurait aimé Pape Diouf en priorité, qu'on puisse aider, aider autant que On possible. le peut, Voilà. ouais. Exactement. Bonne soirée à tous, à bientôt. On se retrouve vendredi. On se retrouve vendredi pour le live traditionnel du vendredi. On vous communiquera l'horaire sur Twitter. Bonne soirée, prenez soin de vos proches et allez l'OM. Bonsoir à À tous. bientôt. Un Allez, dernier l'OM, mot, à jamais un les dernier mot, premiers. excusez-moi, un dernier mot, c'est vrai. Je voudrais remercier tous les participants de cette émission, tous ceux qui sont venus nous rejoindre, quelques minutes, ou qui nous ont accordé de leur temps pour cet après-midi pour concocter ces interviews, notamment avec Alain Cantarey. Et voilà. Et encore une fois, merci à vous tous d'avoir été présents. Vous avez été très nombreux ce soir, une fois de plus. Donc, merci, merci, merci. On vous le répétera jamais assez. Merci à toi, tous. Gilles. Merci Merci Gilles. à toute l'équipe. Bravo à toi Gilles pour l'émission. Merci à vous tous. Merci à Bonne l'équipe soirée. aussi. Merci. Merci Ciao, ciao, Hervé. bonne soirée. Au revoir. Ciao.